Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. C'est avec la reprise du procès en appel des attentats de Grand Bassam que nous ouvrons ce plateau. On se le rappelle, c'était un 13 mars 2016. Et en second point, nous aurons à échanger sur la suspension des aides extérieures de l'administration Trump via l'USAID, l'agence américaine, autour de ce plateau avec nos chroniqueurs. Merci en tout cas de nous suivre. Le Grand Talk démarre tout de suite. Merci d'être avec nous comme chaque soir. C'est un plaisir renouvelé pour nous d'être en votre compagnie pour parler de sujets nationaux et internationaux. Merci de votre fidélité sans condition à ce programme. Ce soir, nos chroniqueurs sont présents. J'ai l'honneur et le privilège de saluer Herman Avoua. Bonsoir Herman. Bonsoir Christelle. Bonsoir chers amis chez vous. Élisée, je suis là. Oui, je l'ai noté depuis hier que tu es là, mon ami. Élisée Boloubeu, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir chers amis sur le plateau, bonsoir chers téléspectateurs. Marius Komoé, bonsoir et merci d'être là. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous et à toutes. Je salue également le directeur de l'exploitation intérieure de la CUE, M. Do Marius, que nous avons pu joindre parce qu'à Niassué, nous étions en coupure intempestive d'électricité à cause d'un problème de transfo. Et toute la sous-préfecture était plongée dans le noir. Et l'ayant contacté personnellement, la situation dans ma sous-préfecture, dans mon village, a été rétablie. Et je voudrais vraiment saisir ce plateau pour lui en être reconnaissant et en même temps saluer toute la direction générale de la CIU. Très bien. En même temps, c'est un plaidoyer pour toutes les régions de Côte d'Ivoire qui n'ont pas, la capacité d'avoir quelqu'un qui connaît quelqu'un. Très bien. En tout cas, bravo déjà, Marius. Merci. Mais je voudrais, les amis, qu'on puisse penser tous à qui, Herman? À Daouda. À Daouda, bien sûr. Oui. Donc, Qui ne se sent pas très bien, en fait. Il est souffrant. Donc, si vous avez son numéro de téléphone, ça serait bien de lui faire un petit coucou. Daouda ne se porte pas bien, mais en tout cas... lève-toi vite et puis viens. On espère que tu as su que je devais venir, tu as fui le plateau, là. On espère qu'il sera de retour parmi nous. Alors, messieurs, reporter Sine Digne dès son ouverture, c'était en mai dernier, mais reporté parce que, en raison du moins de l'absence d'avocats pour les accusés, le procès en appel, finalement, s'est tenu le lundi 3 février. On se le rappelle, c'était un lundi, c'était un 13 mars 2016 que la nation ivoirienne a été frappée. Il y a eu 19 morts, 9 étrangers et plusieurs victimes. On parle de 33 victimes. La Côte d'Ivoire était frappée pour la première fois par une organisation terroriste, c'est AQMI, donc il a revendiqué. Messieurs, le procès en appel donc, a eu lieu. Herman, analyse et commentaires déjà sur ce qui s'est passé ce lundi noir-là. Bon, on est à peu près à 8 ans après un procès. J'imagine que l'instruction a duré tout ce temps-là. Moi, ce qui m'écœure un peu, je ne sais pas si c'est une faiblesse de notre part, c'est que les gens sont venus attaquer à Abidjan, à Grand Bassam, qui est au sud, à peu près très loin des frontières, à l'ouest comme dans le nord. Une quarantaine de kilomètres d'Abidjan. Oui, mais qu'on ne puisse pas, qu'ils puissent sortir du territoire ivoirien comme ça, et jusque-là, 8 ans après, les enquêtes n'ont pas pu identifier exactement où ces criminels-là sont passés. Les forces spéciales sur le terrain ont abattu, en tout cas ceux qui étaient présents pour cette attaque-là. Oui, ça c'est l'opération de terrain, mais je dis après jusqu'au-là qu'on ne sache pas. Peut-être même que certains, même gars sont peut-être à Abidjan de façon incognito, on ne sait pas, j'espère qu'ils ne sont pas. Mais je trouve que ça, c'est quand même une petite faiblesse. Il faut retrouver, il faut retrouver ces personnes qui, de façon, par passion pour leur objet idéologique, puissent venir comme ça arrêter la vie de certaines personnes juste pour marquer à certaines opinions, face à certaines opinions qui ne sont pas contents. Moi, je ne crois pas qu'on puisse laisser. Et ça, je trouve... Maintenant, ce qu'on a arrêté 8 années après, qu'on accuse, et je vois, lorsque quelqu'un est dans un poste d'accusé, il peut dire tout ce qu'il veut, il ne se sent pas coupable.
mais des gens qui ont hébergé. On va dire, ouais, moi je n'étais qu'un hébergeur de terroristes, des gens qui ont conduit. Et on va dire que ouais, j'ai été seulement le chauffeur de terroristes. Moi, je ne crois pas que ces personnes-là n'aient pas pu savoir le dessein avant de se mettre dans cela. Donc, je trouve, hein, je trouve que il n'y a pas de contrition. Si on sentait quand même une certaine contrition de la part de ceux qui ont été accusés, qu'on finalement... mais on voit, non, il n'y a pas de preuves, il n'y a pas d'éléments de preuve. Mais les gens sont morts. Mais vous avez conduit des criminels, vous avez conduit des gens qui ont fait des attentats, vous avez hébergé des gens qui ont fait des attentats. On n'héberge pas n'importe qui chez soi. Ça, c'est une question, on ne conduit pas n'importe qui. Même quand on a un véhicule, qu'on veut mettre ça en location, des individus à qui on veut donner ce véhicule, on cherche à savoir d'où ils viennent. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous avez essayé de planifier, vous avez venu les déposer dans un endroit, ils ont commis cela, et que vous n'êtes que des simples conducteurs. Moi, je ne crois pas. Voilà. Très bien. Élisée, votre point de vue là-dessus, les accusés, en tout cas, ont fait appel. On se rappelle qu'ils avaient été condamnés à perpétuité. Nous sommes en train de vivre le procès en appel. Ils estiment être innocents. Celui qui a été le chauffeur dit « Je n'ai pas vu un seul élément de preuve. Je n'ai jamais été à Grand-Bassam. » Donc, renchérissait Harry Barry, accusé d'avoir été le chauffeur des assaillants. En commentaire, Élisée. Oui, mais c'est tout le sens du procès en appel. Au thème de ce procès, on aura le fin mot. Est-ce que cette condamnation qui a été prononcée en première instance est confirmée ou si elle est infirmée? Le procès en appel nous situera sur la question. Mais toujours est-il que, déjà, moi, je note, hein, contrairement peut-être à ce que Herman a dit, moi, je note quand même que des efforts, ou du moins les enquêtes, ont été faits dans les règles de l'art et ont permis aujourd'hui, en tout cas, d'ouvrir un procès qui a eu lieu déjà en première instance en 2022. Voilà, aujourd'hui, on est en train de faire le procès en appel. C'est dit quand même que des efforts ont été faits. Pendant 6 ans, on va dire, bon, c'était en cavale, mais il y a d'autres qui ont été pris quelques semaines, juste quelques jours après. Pour ceux qui ont suivi l'affaire, moi, je me rappelle très bien. On était allé à Bassam, mais quelques jours après, il y avait eu, comment on appelle ça, un point de presse du procureur de la République qui avait déjà, dès quelques jours après l'attentat, retracé un peu tout le scénario. Donc, il y avait déjà une certaine idée. Maintenant, il savait qu'il y a certains qui avaient pris la fuite. Puisque le procès en première instance, pour ceux qui se souviennent... Ils sont en prison au Mali également. Il y a certains qui sont détenus au Mali, il y a certains qui sont en fuite. Donc, certains ont été jugés par contumace, parce que n'étant pas là, donc ont été condamnés par contumace. C'est ce qui a justifié que sur certaines presses, on a dû lire que le procès en appel reprend avec 6 prisonniers en fuite. Mais en réalité, je pense que le titre même était déjà tendancieux. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Parce que ça fait peur d'entendre qu'ils sont en fuite, justement. Oui, les gens étaient en fuite depuis. Donc, ils ont été jugés par contumace. Jusque-là, on n'a pas encore mis la main sur certains. Et puis, voilà, ce n'est pas une évasion pour dire qu'il y a eu des fuites. Mais au-delà de ça, je pense quand même qu'il faut dire que notre arsenal juridique et puis notre arsenal de défense réagit très bien face à la question de l'attentat. Moi, je pense, depuis 2016 quand même, des efforts ont été faits dans ce sens-là. Avec l'avènement de l'Académie de lutte contre le terrorisme à Jacquesville, on voit que pour ce qui est vraiment du terrorisme, comme souvent j'ai l'habitude de dire, bon, certains m'ont reproché de le dire parce qu'ils estiment que je crée une certaine psychose dans l'opinion en le disant, mais je vous assure qu'on n'a pas moins d'une trentaine de tentatives d'actes terroristes qui ont été étouffés dans l'œuvre. Ouais. Et Dieu sait chaque jour quels sont les efforts qui sont faits pour éviter qu'on soit victime. Parce que pour plusieurs, et ça je le dis sans faux fuyant, aujourd'hui la cible des attaques terroristes c'est la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire est estimée être ce pays-là qui fait l'apologie de ce qu'eux ils qualifient de démoniaque, qui qualifient de l'impérialisme, de l'étranger et tout ça. Donc aujourd'hui la Côte d'Ivoire est dans l'ornière. Et chaque jour nos forces de sécurité ne cessent de se battre contre vraiment cette menace terroriste-là. Aujourd'hui on s'est doté d'un arsenal juridique très dense contre le terrorisme, avec les différentes lois qui ont été prises en 2016 et également en 2024, qui ont renforcé encore la question de la lutte contre le terrorisme, en 2018, pardon, 2016 et 2018, qui ont renforcé encore la lutte contre le terrorisme, aussi au niveau même des forces de sécurité. Les capacités ont été renforcées. Aujourd'hui, les forces spéciales, en tout cas, il y a des unités spéciales de lutte contre le terrorisme qui sont sur place et qui travaillent jour et nuit, comme je l'ai dit, pour étouffer dans l'œuf, en tout cas, les tentatives et les velléités de menaces terroristes. Élisée, pour meilleure compréhension, vous disiez que la Côte d'Ivoire faisait l'apologie de ce qu'il décriait. Quoi, par exemple?
Non, ils estiment que la Côte d'Ivoire est un pays qui a les bras ouverts à l'Occident, à la civilisation occidentale, contre laquelle certains qui sont dans une idéologie, je vais dire sectaire, estiment que c'est un combat qu'il faut mener. Donc pour aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est perçue comme ce pays-là qui fait la propagande et l'apologie de ce qu'ils qualifient de démoniaque, qu'ils qualifient voilà, à condamner. Donc c'est ce que je voulais juste Marius Koroé, alors l'un des accusés clamait que c'était sa générosité qu'il avait, lui, conduit en prison. Il n'est pas un terroriste, se défendait donc Sidi Mohamed Kounta, qui est poursuivi d'avoir hébergé l'homme en fuite présenté comme le cerveau, justement, de cette attaque qui a fait mal à la Côte d'Ivoire. Ce cerveau, il faut le retrouver. Moi, je pense que nos services de renseignement généraux, qui ont déjà fait un travail fabuleux en mettant sous l'éteignoir les trois condamnés actuels et qui ont pu faire appel, c'est leur droit naturellement, après une décision de justice en première instance, de faire appel de cette décision. Mais n'empêche, et au regard de ce qu'a dit Élisée et Herman Aboua, il faut rappeler qu'il y a eu instruction et donc enquête. Et donc l'enquête a démontré justement leur implication. Bien évidemment, la défense plaide non coupable pour ses clients, c'est leur droit, mais il n'empêche de rappeler qu'on ne peut pas se réjouir de ce qui s'est passé. Ah, bien sûr. Non, du tout. Parce que, pour rappel, c'est 9 Ivoiriens qui ont trouvé la mort. Non, 19. 19 Ivoiriens. Non, j'ai dit 9 Ivoiriens qui ont trouvé la mort. 19 personnes, un 9 Libanais. étrangers. Oui, 9 Ivoiriens qui ont trouvé la mort. Un Libanais, une Allemande, une Macédoine, et puis une Malienne. Une Nigérienne. Une Nigérienne également. Mais ce n'est pas normal. C'est inacceptable. Pour quelles raisons des individus vont prendre des kalachnikovs, parcourir le littoral et puis abattre froidement des individus. Déjà, je ne pense pas que les religions, quelles qu'elles soient, que ce soit la religion chrétienne, la religion musulmane et toute autre religion, condamnent justement des actes de ce genre. Oui, le meurtre, arracher la vie à des compatriotes, à des humains, cela est condamnable. Et donc, nous ne pouvons pas. D'ailleurs, c'est pour ça que le gouvernement ivoirien a jugé nécessaire de durcir nos textes de loi sur le terrorisme, y compris sur le blanchissement d'argent des capitaux pour financer le terrorisme. Donc, je rappelle que le 5 novembre 2015, la Commission sécurité et défense de l'Assemblée nationale avait reçu le ministre en charge de la justice pour adopter justement ces dispositions, des modifications qui ont été introduites par le gouvernement en vue de renforcer notre arsenal juridique. Et donc la loi numéro 2015-496 du 7 juillet 2015 portant répression du terrorisme et pour l'adapter justement à l'évolution du dispositif juridique national, est venue justement donner toutes ces lettres de noblesse à la volonté de l'État de mettre un terme ou alors de traquer jusqu'à leur dernier retranchement les terroristes. Ce qui s'est passé aux États-Unis, qui a permis aux États-Unis d'aller jusqu'en Afghanistan, retrouver Ben Laden, devrait se faire ici. Le cerveau de cet attentat doit être retrouvé par nos services de renseignement généraux. Et justement, messieurs, essayons d'établir maintenant la relation qu'on pourrait avoir avec le Mali, le Burkina, le Niger, pour retrouver, vous disiez qu'il fallait retrouver, mettre la main sur le cerveau de l'attaque. Alors, comment est-ce que nous collaborons quand on sait un peu qu'il y a le temps est quelque peu gris entre les relations entre notre pays et les pays de l'AES. Comment on s'y prend, Herman, selon vous? Élisée, je crois bien, dans son développement d'hier, avait évoqué la nécessaire collaboration transfrontalière. C'est-à-dire que sur des questions spécifiques, la menace terroriste n'est pas l'apanage que... ce n'est pas une histoire seulement ivoirienne, c'est une histoire qui sévit. Je crois bien que même ces pays de l'AES sont généralement bouffés dans leurs frontières par ces groupes qu'on ne maîtrise pas, ces groupes terroristes. La Côte d'Ivoire a été ciblée, Élisée le dit, de façon je veux dire, frontale en 2016, mais après cela, les autres, comme Élisée l'a souligné, ça a été étouffé dans l'œuf. Donc, plus ou moins, la Côte d'Ivoire, on pourrait dire, avec l'arsenal juridique qu'on a, avec le dispositif sécuritaire et de défense, on réussit quand même, avec tout le système de renseignement et autres, on réussit quand même à contenir ces assauts de terrorisme, ces envies des terroristes sur nos territoires. Donc, les pays de l'AES devaient se
quels que soient les malentendus qu'il y a sur d'autres sujets, sur la question du terrorisme, on devait cavaler ensemble. Et je ne crois pas que les dirigeants de ces pays, en tant que responsables, puissent ne pas aller dans ce même sens-là. Élysée, on rappelle, certains de ceux qui avaient donc attaqué la nation sont en prison au Mali, ont été arrêtés au Mali. Si. Alors comment continuer selon vous? Quelles seraient les pistes de solutions pour continuer la collaboration, Élysée Boulouba? Oui, je pense qu'une chose est certaine, nous avons un facteur commun, qu'on soit de l'AES ou bien qu'on soit hors de l'AES, qu'on soit dans la CEDEAO, c'est qu'on a en face de nous une véritable menace. C'est clair. On a en face de nous une véritable menace que si on y prend garde, risque en tout cas d'impacter et de façon très sérieuse la cohésion, la paix et la tranquillité dans la région. Quand on a placé un tel postulat, quand on a posé un tel postulat, la logique voudrait qu'on fasse fi de nos ressentiments et de nos rancœurs et d'aller dans le sens de la collaboration. Vous savez, il y a un exemple qui a été des plus appréciés parce que ça produit des résultats patents. C'est l'opération Komoé. En son temps, entre les forces armées ivoiriennes et les forces armées burkinabées. Ouais. Ça produit des résultats à la frontière ivoiro-burkinabé. Dans la zone de Bouna, dans tout ce septentrion avec la réserve de Komoé, qui est vraiment très, très vaste et haut, tout ça, ça avait produit des fruits, ça avait permis de neutraliser, je vous assure, un certain nombre de terroristes. Après, avec tout ce qu'on a connu, avec les distanciations relationnelles et autres, on a mis fin à cette collaboration. Mais c'est ce que je dis, c'est pourquoi je dis qu'à un moment donné, il faut qu'on comprenne que la menace va au-delà de nos ressentiments et il faut faire fi de ces ressentiments et puis renouer le contact pour pouvoir vraiment endiguer la question du terrorisme. Parce qu'à seul, on ne pourra pas. L'État de Côte d'Ivoire essaie de faire ce qu'il peut et tout ça. Mais le terrorisme, pour le vaincre en réalité, l'un des éléments essentiels, c'est le renseignement. Or, le renseignement, vous ne pouvez pas juste le cantonner à votre niveau vous seul. Il faut forcément qu'il y ait un partage et un échange d'informations. S'il n'y a pas d'échange d'informations, ça devient compliqué. Donc, pour moi, aujourd'hui, il faut que les uns et les autres comprennent que cette menace-là, elle nous guette tous et se lever au-dessus de nos ressentiments, de nos rancœurs et comprendre que pour cette question-là, il faut absolument qu'on se mette ensemble, il faut absolument qu'on se partage les informations. C'est à ce rythme-là qu'on arrivera à vaincre ce terrorisme-là. Marius Komoé, quand on dit il faut absolument qu'on se remette ensemble, comment est-ce que vous le voyez? Qui devrait prendre le lead, justement, pour sur ce projet? Je partage totalement et sans réserve les propos d'Élysée. Et celui qui doit prendre en ce moment le lead, c'est Interpol. Voilà, au niveau sous-régional, c'est Interpol et les mécanismes... Qui devrait rassembler les États, c'est cela? Mais bien sûr, les mécanismes aujourd'hui existent. On a un système d'information policière au niveau de l'Afrique de l'Ouest, qui est le CIPAO, qui est géré par Interpol et qui nous permet aujourd'hui de partager des informations et de lutter efficacement contre le terrorisme et tout, j'allais dire, tout phénomène lié à l'exercice, j'allais même pas dire de ce métier, à l'exercice de ce brigandage qui ne dit pas son nom au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, il faut que nos gouvernants se donnent les moyens au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Il faut qu'ils rassemblent aujourd'hui les moyens nécessaires pour permettre justement à nos services de police transfrontaliers de pouvoir mener la lutte efficacement contre le terrorisme. N'empêche que nous devrons, pour chaque État, assurer la défense et la sécurité de nos États aux frontières, à chaque frontière, comme le fait déjà si bien la Côte d'Ivoire qui a déployé au niveau de nos frontières, tant au niveau au nord-est, au nord, à l'ouest et autres, eh bien, de l'armée nationale pour veiller véritablement sur, y compris même au niveau de nos ressources maritimes. Il faut bien que la sécurité soit une véritable préoccupation pour nos gouvernants au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Messieurs, deux petits points et on passe au prochain sujet. Élysée, allez-y. Oui. Moi, je voudrais aussi rappeler que la lutte contre le terrorisme n'est pas seulement militaire. Ça, il faut vraiment qu'on le retienne. Et c'est pourquoi je salue le programme du gouvernement, le programme de lutte contre les fragilités en zone nord, qui a consisté, dans le cadre du PS-Gouv2, lancé par l'ancien Premier ministre Patrick Achille le 22 janvier 2022, qui consistait à lutter contre l'extrême pauvreté dans cette partie du pays-là, en créant des conditions de l'emploi, en créant des conditions d'autonomisation, aussi bien des femmes, des jeunes et autres, tout ça. Et on a vu que ça portait des fruits. Moi, j'ai eu le privilège pendant cette période-là d'être à Touba, où l'opération a été lancée, et j'ai échangé avec certains jeunes qui n'ont pas eu du mal à nous dire ouvertement qu'ils ont eu des approches. Les gens sont venus leur proposer soit 500 000 francs, soit une moto, oui, officiellement. Mais vous imaginez des jeunes qui n'ont rien à faire.
à qui on vient proposer 500 000. 500 000, c'est une mine d'or. Peut-être à bien, si on trouvera que ce n'est pas beaucoup. Mais moto, vraiment, dans ces zones où les gens ont peine même à avoir 1 000 francs ou 2 000, on proposait 500 000 pour eux, vraiment, c'est une mine d'or. Donc, le gouvernement a compris que la lutte n'est pas juste que militaire, mais il faut apporter une réponse à la question même de l'employabilité, il faut apporter une réponse à la question sociale. C'est à ce prix-là qu'on pourra vraiment faire une barrière très efficace contre le terrorisme. Et depuis que ce programme a été déployé dans la zone, on voit les résultats. Voilà, on voit les résultats. Herman, on termine avec vous. Je voulais ajouter, tout à l'heure, lorsque Marius soulevait la question de l'Interpol, moi je ne crois pas, l'Interpol existe depuis des lustres, hein, et je ne crois pas le phénomène continue. C'est justement avec les moyens, la démarche qu'évoquait tout à l'heure Élysée. Voilà, c'est avec ces moyens-là qu'il faut... Parce que ces groupes-là, ce ne sont pas des groupes qui sont des entités connues. Généralement, ce sont des gens qui étudient notre mode de vie et qui s'adaptent qui se fondent dans la population. Et donc, c'est très, très difficile. S'il n'y a pas une collaboration avec les civils, c'est très, très difficile. Donc, je ne crois pas que Interpol a sa part à faire. Comme, évidemment, les forces militaires et de défense, même les policiers, dans les différents pays ont leur travail à faire. Et je crois bien qu'à ce niveau-là, au lieu de souvent donner nos destins, nos pays africains, à des forces étrangères qui vont venir nous aider, parce qu'on a vu dans les cas, très souvent, le Mali a pu repousser sa menace. 12 ans après, on pourrait le dire, qu'avec même ses propres forces. Or, il y avait des forces internationales qui existaient dans ces zones-là. Donc, il faudrait que les pays africains, au-delà de leurs malentendus, leurs mésententes, puissent trouver un cadre et véritablement essayer d'endiguer ces différents phénomènes, ces fléaux-là qui guettent. Alors, à l'époque de la coopération, justement, de cette opération Comoé, opération conjointe Côte d'Ivoire-Burkina Faso, on a quelques chiffres. Du côté de la Côte d'Ivoire, du Burkina, on a eu 8 terroristes tués, 24 interpellés au Burkina, 14 en Côte d'Ivoire, mis à la disposition des services de renseignement. Voilà ce qu'a produit cette opération Comoé. Donc je pense que, comme vous l'avez dit, il est plus qu'impérieux que cela puisse revenir. Messieurs, regardons maintenant avec vous, et chers amis téléspectateurs, cette décision de l'administration Trump de suspendre pour 3 mois les aides extérieures via l'agence USAID. Alors, en 2023, c'est l'Afrique subsaharienne qui bénéficiait en tout cas le plus fort du soutien américain. On parle de 40 milliards de dollars. Mais avant d'aller plus loin, in fine, avec Herman, nous allons voir un peu l'USAID. Qu'est-ce que c'est? Ça a été créé quand, par qui et pourquoi, Herman? L'USAID, c'est justement United States Agency for International Development. C'est l'agence américaine qui est chargée de développement international. Elle s'occupe aussi de tout ce qui est humanitaire. En fait, ça a été créé, inspiré du plan Marshall qu'il y a eu pour sauver l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale. Donc le président Trump, le président John Kennedy, quand il a... Fitzgerald Kennedy, lorsqu'il a été président, ça fait partie de ses executive orders, c'est ce qu'on appelle les décrets présidentiels. Donc il a décidé que l'USAID soit une agence indépendante qui, à travers le monde, puisse aider à soutenir ces différents... On retient donc le mot agence indépendante. Oui, 3 novembre 1961, exactement. Une agence indépendante, ça veut dire qu'elle n'est pas soumise? Soumise, mais c'est quand même sous la supervision du président lui-même, du département d'État américain et puis de l'agence de sécurité nationale. Donc c'est ces 3 structures-là qui supervisent, mais toujours est-il que USAID, les fonds qui sont des dizaines de milliards de dollars qui sont mis à disposition, qui sont essentiellement mobilisés par des fonds fédéraux, ça veut dire que les fonds de pouvoir américains, sont mobilisés pour aider un peu cela. Ça aide beaucoup de pays, notamment les pays africains qui sont généralement demandeurs sur plein de questions. Voilà. Maintenant, lorsque l'administration Trump, déjà en 2020, est venue, a estimé qu'il y a une certaine boule de neige, il y a des choses qu'elle ne comprenait pas dans l'usage qui est fait des fonds qui sont assez emmagasinés dans notamment l'USAID. Mais comme ils ont une certaine autonomie, une certaine indépendance, l'administration Trump n'arrivait pas véritablement à aller jusqu'à ce qu'elle quitte là. Donc, quand elle est revenue justement avec Elon Musk
avec son agence. Qui est en charge de l'efficacité gouvernementale. Voilà, l'efficacité gouvernementale, un nouveau secrétaire d'État, un nouveau secrétariat qui est un peu comme un nouveau ministre qui est chargé de regarder est-ce que dans ce chaque entité qu'on a de pouvoir public est-elle vraiment efficace? Et Elon Musk estime que, on s'imagine bien qu'avec l'aide de l'intelligence artificielle et autres, estime que l'USAID n'en vaut pas vraiment la peine. Il faut vraiment voir cela. Donc Trump a décidé que cette agence-là meurt et déjà a suspendu... Pour 3 mois. Non, a suspendu. Elle a fermé l'agence, mais a suspendu pour 3 mois l'aide étrangère, sauf celle apportée à l'Israël, qui est leur partenaire, et à l'Égypte, qui est aussi un de leurs partenaires. Voilà. Très bien. Alors, j'écoute Élisée, je reviens pour votre commentaire, Herman. Oui, oui. Très bien. Élisée, après donc ce point de situation fait par Herman, quel commentaire vous en faites? Et surtout, regardons la responsabilité, l'impact sur les États africains. Bon, moi je pense déjà que, mon premier commentaire, et je crois qu'il faut que tout le monde se l'intègre, le monde est en train de changer. Ça, il faut que tout le monde se l'intègre. Le monde aujourd'hui est en train de changer. Les codes sont en train d'être cassés. On est en train de redéfinir un nouveau modèle de coopération à travers le monde. Et ça, c'est des choses que si les gouvernants n'y prêtent attention, vont vraiment être surpris en réalité. Le monde est vraiment en train de changer. Moi, j'ai toujours estimé que, d'ailleurs, d'un premier temps, il faut que les gens comprennent que c'est le droit des États-Unis, du président américain, à un moment donné, de dire que moi, j'aide plus ou j'aide. Ça fait un tollé dans le monde, justement. C'est son droit. Ouais. On ne peut pas le lui dénier. C'est son droit, on ne peut pas le lui dénier. Il est libre d'aider qui il veut, comme il veut. Voilà, ce n'est pas une obligation. Donc, sur cet aspect-là, vraiment, souffrez que Trump décide de gérer son pays comme bon lui semble. Maintenant, si on est trop fâché à notre niveau, on essaie de nous organiser aussi nous-mêmes et puis essayer de gérer comme on peut. Mais je note une chose qui, pour moi, parce que j'ai lu tout le commentaire, on ne va pas tout lire ici, mais quand vous regardez le niveau d'aide apportée par cette agence-là américaine à des pays africains, mais c'est démentiel. Certains ont des aides qui vont jusqu'à 700 millions de dollars par année. D'autres ont des milliards de dollars d'aide par année. Et ça contribue à les aider dans leur développement ou bien dans la prise en charge d'un certain nombre de développements. Le montant vous choque, Élisée, justement? Mais le montant me choque, justement, parce que, pour moi, c'est une dépendance qu'on est en train de créer. La preuve, aujourd'hui, quand il dit qu'il suspend, mais c'est le désarroi à travers l'Afrique. Parce qu'il dit qu'il a suspendu. Mais attendez, après 60 ans, après 65 ans d'indépendance, vous continuez de confier la garde des éléments de souveraineté vous appartenant à des pays, à l'aide étrangère. Mais voilà ce que ça donne comme résultat aujourd'hui. Comment vous pouvez avoir un budget de plus de plusieurs milliards de dollars annuellement reçu gracieusement par une agence? Élisée, oui. Au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko a confirmé le gel d'un financement crucial de 500 millions de dollars du Millennium Challenge Corporation. Oui. Est-ce que le Sénégal, selon vous, les pays africains qui recevaient donc cette aide-là, ont la capacité en eux-mêmes, de pouvoir lever ces fonds? Mais maintenant, il faut se réinventer. C'est là maintenant qu'on voit l'esprit d'imagination et de créativité des États. C'est pourquoi il dit que le monde est en train de changer. Il faut que les États comprennent qu'ils ne vont pas durer un moment où l'autre, ça devait arriver. L'aide là n'allait pas continuer éternellement. Et aujourd'hui, Donald Trump, moi je pense, contrairement à ce que beaucoup pensent que c'est un fouet, moi je pense que Donald Trump va nous aider. Il est vraiment en train de nous aider pour que nous puissions comprendre que nous, là, nous Africains, et généralement nous qui bénéficions de cette aide-là, il est grand temps qu'on assume notre indépendance totale et que nous puissions prendre le contrôle de l'appareil de développement de nos États. C'est important, c'est capital. Ils financent pratiquement tout le système sanitaire d'une bonne partie de l'Afrique subsaharienne. Mais c'est gravissime. Comment vous pouvez confier votre santé? Ça veut dire ce qui doit permettre à votre pays, à vos citoyens, d'être en très bonne santé pour faire avancer le développement à une aide, l'arrimer à une aide internationale. Mais aujourd'hui, l'aide n'est plus là. On va se réinventer, on ne mourra pas. Et c'est pourquoi je dis que Donald Trump nous a aidés, parce qu'il a accéléré, il va accélérer avec cette décision-là. Je vais dire que l'esprit d'imagination, l'esprit de créativité et d'innovation des Africains, moi je salue cette mesure. Herman, justement, certains démocrates estiment que l'aide allait, comme Élisée l'a dit, vers des pays africains, soutenir des programmes de santé, des programmes de développement. Et certains aussi renchérissent en disant, attention, il n'y avait pas que ça. Herman, qu'en pensez-vous, commentaire? On va aller au verbatim du président salvadorien qui estime que c'est un soulagement, le décret, contrairement à ce que certains pourraient penser. Le président du Salvador. Du Salvador qui estime que le décret pris par le président américain concernant cela, c'est un soulagement parce que
pour lui, il estimait que cette contribution aidait à alimenter des réseaux d'information et de désinformation, justement pour déstabiliser certains pays. Bon, ça, c'est son commentaire qu'il fait. Dans tous les cas, c'est un soulagement. Et ce n'est même pas que lui. Je crois bien que même le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, a refusé une aide de 500 millions dans le cadre même de ces aides américaines, là, de 500 millions de dollars. Pourquoi? Vous imaginez, parce que Sonko estime que le Sénégal ne peut pas continuer de dépendre à l'aide étrangère. Donc, certainement que tout cela, ça aide, comme Élysée l'a dit, aux pays africains de se prendre en charge. Et on a bien souligné l'aspect, on ne peut pas confier notre politique de santé, qui est très sensible, nos politiques d'éducation, qui est encore plus sensible, ne doivent pas dépendre de l'aide étrangère. Parce que lorsque vous prenez l'argent des Américains pour vous aider dans votre éducation, mais les gens vont vous donner les curricula sur lesquels vous allez vous baser pour éduquer vos enfants. Et si ces curricula choquent vos mœurs, vos valeurs à vous, vous imaginez bien, on a vu dans ce pays, à un moment donné, à l'aise, les gens mettaient des slogans de certaines choses qui choquaient la plupart des Ivoiriens parce qu'on voulait faire la promotion, certainement, d'une certaine minorité qui, je crois bien, ces minorités ont le droit d'exister, mais la majorité aussi a le droit de dire non, que ça, on n'en veut pas ce soir. Je ne vais pas rentrer de façon frontale dans ce sujet. Est-ce que vous nous dites que l'aide, justement, enfin, cette aide-là, selon les commentaires qui sont dits du côté républicain, cette aide-là serait soumise à condition pour les États africains? Mais bien entendu, ces aides-là sont toujours soumises à condition. Vous pouvez aller voir dans les bibliothèques, souvent, de ces pays-là, les bibliothèques, les choix des livres et autres, pour lesquels on doit orienter nos enfants à aller utiliser ces bibliothèques, c'est souvent je veux dire, contre certaines de nos valeurs, mais parce que l'aide permet à financer ces genres de partenariats, ces genres de relations culturelles. Voilà, donc je veux dire qu'aujourd'hui, plus ou moins, les pays africains doivent comprendre que, et Trump fait bien de nous montrer le chemin, doivent comprendre que nous avons, nos dirigeants, vous avez la responsabilité de ce qui va créer la bonne santé pour vos populations, de ce qui va mieux éduquer vos populations. N'attendez pas l'aide étrangère pour ça. C'est juste une question de bon sens. Alors, Marius, on se rappelle bien dans une intervention du président Trump, il a dit que l'avenir appartenait aux patriotes, donc à ceux qui aiment leur pays et qui font tout pour la développer. Le point, c'est est-ce que les États africains, justement, ont la capacité de lever elles-mêmes ces montants qu'elles recevaient, justement, qu'ils recevaient de l'USAID, puisque c'est suspendu pour 3 mois. Mais bien entendu, cela ne souffre d'aucune ambiguïté. Nos États en Afrique ont la capacité, effectivement, de lever ces fonds-là. J'ai mal. Pourquoi vous avez mal, Marius? J'ai l'impression qu'on nous sert du biberonnage. Et donc, c'est une autre forme de pression d'un chef d'État sur nos chefs d'État en Afrique. Retirer l'aide, Élysée l'a dit, des États-Unis en matière de santé à notre système de santé en Afrique, mais c'est leur droit. Ils sont souverains. C'est un pays indépendant. Vous parlez du biberonnage, en fait. Du biberonnage, justement. On nous fait du biberonnage par rapport aux États-Unis et nous faisons du biberonnage face justement à ces aides-là. Il faut mettre un terme à tout cela. Aujourd'hui, il faut que nos gouvernants, là, quand ils viennent au pouvoir, ils nous proposent des projets de société et des programmes de gouvernement. Que visent ces projets de société et ces programmes de gouvernement? La prise en compte des préoccupations de leur population en matière de santé, en matière de logement, en matière d'éducation, en matière d'énergie et j'en passe. Alors, une fois venus au pouvoir, que font-ils pour que justement tout cela soit mis en œuvre? Et tourner le dos à la main tendue. Par exemple, quand vous prenez le cas de l'aide au niveau de la santé, mais vous prenez au niveau, par exemple, du Fonds mondial. Le Fonds mondial, oui. Qui est également financé par justement une contribution des États-Unis. Des taxes des citoyens américains. Des citoyens américains, c'est 152 milliards pour la Côte d'Ivoire. C'est 52 milliards de nos francs. Bon, là, si c'est gelé maintenant aujourd'hui, Marius Komoué, selon vous, est-ce qu'on peut lever ça, nous-mêmes, ici en Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire n'est pas à 152 milliards de francs CFA près. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, voyez-vous des pays comme ces pays-là, les États-Unis, les pays occidentaux en majorité. Je vous l'ai toujours dit, si nous arrêtons, par exemple,
de leur exporter nos matières premières en produits bruts. On prend notre café, notre cacao, on leur envoie. Ils nous payent ça à vil prix. Et ils nous reviennent avec ces produits transformés à des prix inaccessibles aux populations même qui ont créé ces matières premières. C'est inacceptable. Il faut que nos gouvernants soient soucieux. Et ça, vraiment, nous avons mal au cœur quand nous en parlons. Il faut que nos gouvernants soient soucieux de l'intérêt général de leur population, de leur continent, de leur pays d'abord. Et si les États-Unis n'accepteraient jamais d'exporter leurs matières premières en produits bruts à un quelconque pays à travers le monde. Vous parlez des États-Unis, là on parle des pays africains. Est-ce qu'il y a comparaison, Marius? Les pays, si vous prenez la Côte d'Ivoire n'était pas mieux logée, si vous prenez les pays asiatiques, mais beaucoup de pays asiatiques n'étaient pas mieux logés que la Côte d'Ivoire dans les années 60. À l'époque du miracle ivoirien de 1970. Mais aujourd'hui, allez à Singapour, visiter les pays asiatiques, mais ils sont à des années-lumière de développement de la Côte d'Ivoire. Mais parce que là-bas, les gouvernants ont compris la nécessité de s'affranchir justement de ce biberonnage-là. Très bien. Là, maintenant, même si... Enfin, de toute façon, là, il y a gel. Hein. Pour 3 mois, c'est bloqué. Alors, l'idée, c'est de voir comment il faut lever les fonds au niveau local. Nous avons les capacités. Monsieur Laurent Gbagbo, sous sa gouvernance, avait justement introduit ce qu'on appelait le budget sécurisé. Et avec 2 milliards 500 millions, il a pu gérer ce pays. 2 000 milliards, 500 millions, il avait pu gérer ce pays. Mais aujourd'hui, le budget de la Côte d'Ivoire équivaut à près de 15 000 milliards, à plus de 15 000 milliards. Qu'en faisons-nous? Il faut que notre système de sécurité s'affranchisse véritablement de l'aide occidentale en matière de lutte contre le paludisme, en matière de lutte contre la tuberculose, en matière de lutte contre le VIH, en matière de renforcement de notre plateau technique et donc, en un mot, de notre système de santé et du bien-être de nos populations. Écoutons, Élisée, le point, c'est les solutions. Hein. On se dit, on peut lever les fonds en interne. Ça se passe comment? Ok, d'accord. Je sais que déjà l'aide qu'on reçoit, selon ce que j'ai lu, spécifiquement la Côte d'Ivoire, je n'ai pas pu avoir le chiffre exact. Oui, mais je pense qu'on doit osciller autour de plusieurs centaines aussi de millions de dollars qu'on reçoit des États-Unis, donc disons des centaines de milliards de francs CFA. Moi, je pense que c'est possible de les lever. Vous savez, je disais que l'intelligence d'un homme ne se mesure pas à la dimension de ses discours, mais c'est à sa capacité à pouvoir apporter des solutions à des problèmes qui se posent. C'est cela. Voilà. Si on est convaincu que nous sommes suffisamment intelligents, ça veut dire que cette situation qui semble être un problème pour nous, logiquement, on doit pouvoir y apporter une solution. Et pour moi, la solution, elle est toute simple. Vous savez, je crois que dans ce pays-là, c'est un pays, contrairement à ce que beaucoup veulent dire, moi je pense que c'est un pays qui a des fondamentaux solides. Il suffit juste... La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, bien sûr, a des fondamentaux solides. Moi, je pense qu'il suffit juste de regarder vraiment de façon très raisonnable, très rationnelle, les dépenses de l'État. Est-ce qu'il y a certaines dont on peut se départir, qu'on peut laisser tomber parce que ce n'est pas forcément utile? On les regarde vraiment de façon froide, on suspend donc ces dépenses, ces poches de dépenses-là, parce qu'on peut vivre sans elles. Et puis, on essaie de réorienter ces fonds-là vers d'autres choses qui sont plus essentielles, pour lesquels peut-être on recevait de l'aide, mais qu'on ne reçoit pas d'aide aujourd'hui. C'est un exercice obligatoire pour nous aujourd'hui. Mais il le faut absolument. Marius a dit quelque chose qui est fondamental. Aujourd'hui, regardez des pays comme la Corée. Je ne dis même pas l'indépendance, mais quand on était dans le miracle ivoirien de l'année 70, ils ne pouvaient même pas se comparer à nous. Mais aujourd'hui, ils ont des agences d'aide au développement. La Corée, c'est la COICA. Ils sont basés à Abidjan ici. Tout à fait. Ils participent au développement, ils nous apportent de l'aide sur certains points. Alors que ceux-là, quand nous on avait le miracle ivoirien, là, ils étaient à des années-lumière derrière. Mais pourquoi pas? Ils sont réinventés. Et moi, je pense que ce n'est pas nous qui n'avons pas cette capacité. La première concurrence aujourd'hui avec des gens à Harvard. On a même des gens qui sont comment on appelle ça comment vous appelez ça? Où on va sur la Lune, là. À la NASA. On a même des Ivoiriens et tout ça. Mais oui, aujourd'hui, on a des Ivoiriens un peu partout. Et quand on va au concours international, les Ivoiriens se démarquent. Après, prenez les résultats du CAMES aujourd'hui. On a l'un des meilleurs résultats sur la place. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a de l'intelligence, on a la ressource humaine pour apporter des solutions concrètes face aux situations. Il faut qu'on regarde ça de façon... C'est pourquoi je dis qu'à un moment donné, là, quand on évolue dans une nation, il faut qu'on marque de notre empreinte la nation. Il faut qu'aujourd'hui, là, on s'élève au-dessus des considérations partisanes. Et puis qu'on mette un peu d'eau dans notre vin concernant la situation politique. Parce que la vie n'est pas faite que de politique. Cherchons à apporter des solutions concrètes à la vie des Ivoiriens.
toutes tendances confondues, tout bord confondu. Les théories politiciennes politiques à longueur de journée qui nous embrouillent et qui ont tendance toujours à nous envoyer loin là. Il faut qu'on laisse tomber ça et qu'on apporte des solutions concrètes à la situation des Ivoiriens. Je suis convaincu que nous avons la capacité de pouvoir trouver des solutions au fait qu'on ne reçoive plus d'aide et qu'on puisse même mobiliser plus de ressources que ce qu'on gagnait en aide. Moi, j'en suis convaincu parce qu'on a vu dans ce pays des moments où on était vraiment coincé, on avait dos au mur et on a réussi à s'en sortir. Et aujourd'hui, c'est encore possible. Herman, quelle devrait être, selon vous, l'action de l'UA? Est-ce qu'elle devrait donc prendre le lead et faire un sommet à l'effet... Vous pensez que je crois à l'UA? La question, peut-être, c'est pas à moi que vous devez la poser. Non, c'est pas grave, Herman. Vous êtes africain. Vous allez essayer de répondre à cette question. Je vais essayer. L'Union africaine devrait-elle prendre le lead? Elle existe, Herman. Elle n'a pas été dissoute. Écoutez-moi, je vous en prie. Elle existe bel et bien. Okay. Alors, est-ce que l'UA devrait prendre le lead et organiser un sommet africain où les États... de façon isolée, devrait chercher solution justement à cela, parce que chacun est dos au mur vis-à-vis de cette décision. Ce n'est pas un des responsables de cette institution panafricaine qui, lorsqu'il a vu le stylo de Donald Trump pour les exécutifs, a commencé à pleurnicher là. Et c'est de cette institution que... Lorsque lui... aussi, non, mais ça, c'est pas bon. Il a déploré, c'est le mot. Non, on ne doit pas faire ça. Il a déploré la sortie... Marius, tout à l'heure, a sorti un mot des États-Unis, de l'OMS. Tant que nos institutions qu'on a créées, l'Union africaine, ceci, cela, ne vont pas s'affranchir du biberonnage, là, on ne va pas avancer. Il faut qu'on creuse dans ce que Élysée a dit. Mais où je ne suis pas d'accord avec lui. Parce qu'on met tout le monde souvent, on dit oui, les populations. Non. La responsabilité politique, là, la responsabilité politique de prendre des décisions politiques, ça incombe au pouvoir politique. Ceux qui gèrent le pouvoir, ce sont eux qui prennent les décisions. Ce sont eux qui nous assujettissent souvent à cette... Au lieu de leur proposer la diminution de leur train de vie, les gens sont dans des budgets de souveraineté qui sont faramineux. Et en même temps, on demande à ce que lorsqu'on t'enlève 500 millions, mais diminue ton budget, enlève tes institutions qui sont budgétivores. Il y en a plein. Un Sénat, je biffe. Moi, je suis président tout de suite. Je biffe le Sénat. Je biffe le grand médiateur. Il y a des choses qui sont inutiles. On a dans notre dispositif culturel les chefs du village et autres qui sont des médiateurs par excellence. Donc, on a quoi allouer 3 milliards ou 5 milliards au fonctionnement d'une institution dont on peut se passer. Voilà ces questions. C'est là qu'il faut creuser. Très bien, alors ce sont vos différents points de vue. Il rejoint la dernière Il rejoint donc Élysée qui disait qu'il fallait regarder au niveau du train de vie de l'État. Dans tous les cas, le président, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko disait, je le cite, « Jusqu'à quand allons-nous bénéficier de l'aide extérieure ? Il est temps de travailler et faire en sorte que le Sénégal soit un des pays les plus respectés d'Afrique. » Et je sais qu'en Côte d'Ivoire, forcément, des choses seront faites. Dans tous les cas, il faut regarder l'aide via l'USAID est gelée pour 3 mois, en tout cas par l'administration Trump. Merci d'être avec nous. En seconde partie, nous aurons échangé avec le député de San Pedro, enseignant-chercheur, l'honorable Touré Aboua Nantari. Quelle contribution des femmes dans la politique ivoirienne. Merci de rester avec nous. À tout de suite. Merci d'être avec nous pour la seconde partie de ce temps d'antenne. Le plateau reste quelque peu inchangé, sauf que nous a rejoint l'honorable Touré Aboua Nantari. C'est Nantari ou Nantari? Nantari. Nantari, c'est très beau comme prénom. Vous êtes député de San Pedro, enseignant-chercheur. Avec vous, nous allons donc essayer de parler de la contribution de la femme dans la vie politique ivoirienne. Vous êtes en compagnie d'Élysée Boloube, Marius Komoé et Herman Aboua. Alors, la loi en Côte d'Ivoire dit 30% de femmes dans les instances. Est-ce que nous sommes à 30% de femmes actuellement ou il y a encore des efforts à faire pour obéir à la loi? Merci Christelle. Mon plaisir. Alors, ce que je peux dire déjà, c'est qu'il y a eu 2 phases. La loi, elle est rentrée en vigueur en 2019. Et nous avons eu les élections juste 2 ans après, en 2021. Les élections législatives de 2021. Et en 2 ans, je pense que certainement les partis politiques dirigés majoritairement par les hommes, avec quelques appréhensions. Donc, on a tous été témoins de ce qu'ils se sont accordés pour passer outre cette mesure. Mais on va rappeler cela quand même à ceux qui nous regardent, pour ceux qui ne sont pas de Côte d'Ivoire. Oui. Quand vous dites on a tous été témoins de ce qu'ils ont conclu, voilà. Les partis politiques c'était quoi justement accordés
pour ne pas respecter le quota de 30%. C'est ça. Voilà. D'accord, de femmes sur les listes électorales. Tout parti en politique 2021. confondu. Hein. Tout parti politique confondu. Ça, c'était en 2021. 2021, ouais. Voilà, donc ils sont tous passés outre. Les élections ont eu lieu. Donc le quota de 30% n'avait pas été respecté. Et en 2023, donc, nous avons eu les élections locales, donc régionales, et les élections municipales. Justement, là, je pense que le coup a été rattrapé parce qu'à ce moment-là, le quota a été effectivement respecté. Donc la CEI s'en est enquérie, ils ont fait toutes les vérifications et toutes les listes qui ne respectaient pas le quota de 30% avaient été rejetées. Voilà, donc le quota a été respecté à partir de 2023. Alors, messieurs, questions, les questions sont ouvertes. Élisée Boloubeux, questions ou commentaires? D'accord. Moi, je pense qu'aujourd'hui, est-ce que, je m'adresse à l'honorable, aujourd'hui, au-delà du respect de ces listes-là en 2023, est-ce qu'aujourd'hui, la situation même de la représentativité des femmes dans les instances de direction, dans l'administration publique et autres, tout ça, sont conformes à la vision et à la politique même, disons, de nos gouvernants actuels qui avaient promis vraiment faire en sorte que les femmes soient suffisamment représentées dans ces instances-là? Est-ce qu'aujourd'hui, après 14 ans de gouvernance du président Ouattara, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on peut dire réaliser concrètement? Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, après 14 ans, comme vous le dites, de gouvernance du président Alassane Ouattara, beaucoup d'avancées ont été observées. Ça, moi, je peux le dire. Je peux le certifier sur ce plateau parce que c'est sous la gouvernance du président Alassane Ouattara, justement, que la loi sur le quota a été prise. Elle a été initiée, ce qui n'était pas le cas par le passé. Aujourd'hui, je dirais que dans les instances de direction, donc de décision, les femmes sont représentées. Moi, je ne partirais pas sur un aspect quantitatif parce que ce qui est important, c'est l'aspect qualitatif. Quand vous regardez, traditionnellement, les femmes étaient cantonnées dans des rôles. Quand elles étaient au gouvernement, on estimait qu'elles étaient bonnes, justes, voilà, à diriger le ministère de la Femme, par moment le ministère de la Culture. Mais de plus en plus, vous vous rendez compte que nous avons des femmes au gouvernement qui occupent des postes stratégiques, qui sont à la tête de ministères stratégiques. Quand vous prenez la fonction publique, c'est un ministère qui est très, très, très technique. Quand vous prenez le ministère de l'Éducation nationale, quand vous prenez le ministère du Plan, ce sont des ministères assez techniques pour dire que les femmes ont toute leur place là-dedans. C'est clair que le retard que nous avons accusé donc, dans l'implication des femmes justement dans les instances de décision est à rattraper. Beaucoup a été fait, mais je pense que du chemin reste encore à faire. Et vous avez parlé de la qualité plutôt que de la quantité, bien qu'il faut quand même aller à la quantité, avec toujours la qualité. Moi, je voudrais... Ce n'est pas une question personnelle. On peut se demander, député Touré à Bois, on vous voit souvent, même au sein de votre parti, vous êtes un peu souvent quelqu'un qu'on envoie pour défendre ce parti. Et je voudrais, qu'est-ce qui vous a motivé à vous engager politiquement, surtout la ligne idéologique? Et après, quels sont les obstacles dans votre marche en politique que vous avez pu rencontrer en tant que femme qui voulait bien s'exprimer? D'accord. Alors déjà, il y a très longtemps, il y a environ déjà 15 ans, j'étais déjà engagée d'une certaine façon en politique. Parce que c'est par la suite que j'ai compris que la politique, c'est se mettre au service de la communauté. Et j'ai fondé une ONG et j'ai commencé à travailler depuis environ 15 ans maintenant avec des groupements de femmes, avec des groupements de jeunes sur des questions de développement, des questions d'autonomisation, les formations, les renforcements de capacités sur certains sujets, encadrer également des jeunes collégiens, des jeunes lycéens et tout, sur la prise de conscience, des choses comme ça. Et puis, progressivement, l'idée a commencé à émerger dans mon esprit. Quand l'idée a commencé à émerger dans mon esprit, je me suis dit, je faisais face à des questions auxquelles je n'avais pas de réponse, mais surtout auxquelles je n'avais pas de pouvoir d'agir. Exemple de questions? Alors, par exemple, lorsque des femmes me posaient des questions liées à leurs conditions de précarité, surtout dans les zones rurales. À mon petit niveau, je me disais, comment faire en sorte que la voix de ces femmes soit portée au niveau où il faut pour qu'il y ait des actions qui suivent. Voilà comment l'idée de m'intéresser à la politique a commencé à germer dans mon esprit. Mais je vous avoue qu'à un moment donné, dans ma réflexion, j'ai commencé à hésiter. Mais quand je commençais à hésiter... Et pourquoi vous l'avez fait? J'ai commencé à hésiter déjà par rapport à tout ce que j'entendais.
par rapport à ça, surtout l'implication des femmes, tous ces obstacles, toutes ces attaques, la sensibilité des femmes qui est différente de celle des hommes, parce que quand les femmes elles sont attaquées, derrière c'est toute une famille. Et nous sommes dans un contexte sociologique qui est africain, où on estime que la femme doit préserver l'image de la famille. Donc quand par moment, sur le plan politique, sur le terrain politique, elle est livrée un peu à la vindicte populaire, quand on essaie de toucher à son d'entacher image, voilà, sa crédibilité, son honorabilité, son image, souvent, nous sommes très sensibles à ces choses-là et ça peut nous amener à baisser les bras. Donc, voici quelques éléments qui m'avaient fait hésiter. Mais après, quand j'ai levé la tête, j'ai vu toutes ces dévancières. Je me suis dit... Toutes ces dévancières dont vous parlez donc de... Qui sont là. De qui sont Madame des doyennes. la présidente du Sénat, Madame du Claudia Sénat, Camara, oui. La doyenne de l'Assemblée nationale, Oui. Ami Tounkara, et bien d'autres. Je me suis dit, voici des femmes qui se sont engagées à une période où il fallait forcer pour les femmes, où on ne laissait même pas de place aux femmes. Mais elles ont pris le pari, elles ont gagné. Elles se sont assumées politiquement. Donc elles ont tracé un chemin. Et ce chemin-là, c'est à nous de le suivre. Donc, sincèrement, ce sont des choses qui m'ont inspirée. Et je me suis dit, si elles ont réussi à le faire, elles ont préparé le terrain, mais on va s'y engouffrer. Comment se fait le choix de la ligne idéologique, parce qu'elle n'a pas répondu à la question. Alors, par rapport au choix de la ligne idéologique, si vous voulez, moi, les éléments que j'ai regardé des éléments factuels. Moi, j'ai regardé qu'est-ce que chaque formation politique avait à nous proposer. Moi, je me suis formée, comment dire ça, pas formée, je me suis attachée, si vous voulez, à l'offre politique. Et dans cette offre politique, j'ai regardé certains éléments. J'ai regardé le profil de celui qui était le chef de file, donc le président Alassane Ouattara. J'ai regardé son profil intellectuel. D'abord, moi, ce sont des choses qui me séduisent. J'ai regardé son parcours professionnel. Voici des choses également qui m'ont marqué. Et je me suis dit, tel que le monde fonctionne, on a d'abord besoin de quelqu'un qui comprend les choses, qui a des relations, qui sait comment le monde tourne et surtout qui nous offre une possibilité de redynamiser notre pays avec des propositions concrètes en termes de développement, en termes d'accompagnement des femmes, en termes d'accompagnement des jeunes. Moi, j'ai regardé cette offre politique et puis je me suis dit, j'y vais parce que ça convient à ce que je recherche. Très bien. Marius, comment est question? Alors, deux petites questions. La première, depuis votre nomination, j'allais dire votre élection en tant que député à l'Assemblée nationale, donc représentant donc l'intérêt des populations, quel retour faites-vous à votre électorat et plus particulièrement aux populations de San Pedro qui vous ont élu à la tête donc, de leur circonscription au niveau de l'hémicycle? Et puis, deuxième sujet, vous écoutez bien les médias, vous lisez les réseaux sociaux, pour ne pas dire vous parcourez les réseaux sociaux. Que pensez-vous de l'actualité actuelle qui amène aujourd'hui les partis de l'opposition, qui en appellent donc à une révision de la liste électorale, si on s'en tient au fait que demain, vous pourriez naturellement rempiler en vous portant candidate pour une seconde mandature à l'Assemblée nationale. D'accord. Alors déjà, en termes de retour que je fais... que vous avez des populations? Que nous avons des populations. C'est ça la question, Marie? Exactement. Les retours. Les retours, des décisions qui sont prises à l'Assemblée nationale, des lois qui sont votées. Est-ce que vous rendez compte à votre électorat? Ah oui, déjà on rend compte, parce que déjà de façon formelle, nous avons le devoir de restitution, donc les travaux parlementaires. Et comment vous le faites, vous, sur le terrain? Sur le terrain, de façon pratique, on passe par les canaux habituels, on passe des invitations aux communautés, donc on cible toutes les couches de la société, que ce soit les communautés, que ce soit les jeunes, que ce soit les femmes, vraiment toutes les couches de la société. Donc nous nous retrouvons et puis nous essayons de ressortir, même si nous ne faisons pas le point de l'ensemble des lois qui ont été votées dans une période donnée, nous ressortons les sujets qui sont d'intérêt commun. Nous les expliquons, nous donnons la possibilité donc aux populations de poser des questions pour une meilleure compréhension. D'ailleurs, lors d'une de nos restitutions, les populations s'étaient inquiétées, mais parfois aussi il y a une mauvaise information qui passe. Nous ont dit, il paraît que la loi sur l'homosexualité avait été votée. C'est ce qu'on nous a dit. Donc il a fallu, donc ça a été l'occasion pour nous justement de rappeler comment ça s'est passé et de rappeler que la disposition qui portait à confusion là-dedans
avait été retirée à la demande des députés. Et puis ensuite, la loi avait été votée sans ça. Donc, ces restitutions-là nous permettent justement d'avoir le ressenti de beaucoup des populations. Donc, ce ressenti-là, globalement, il est positif. Pourquoi? Moi, je suis beaucoup plus à l'aise pour en parler parce que dans ma circonscription à San Pedro, aujourd'hui, les faits parlent, les actes parlent. Les actions qui ont été posées parlent, les actions de développement. Par le président Alassane Ouattara. Par le président de la République parle. Et il n'y a pas que les partisans du RHDP qui en parlent, en fait. Aujourd'hui, quand vous prenez l'université de San Pedro, on a des parents qui sont de moins en moins soucieux lorsque leurs enfants ont le bac. Ils se disent qu'on peut les rapprocher. Quand vous prenez l'hôpital général qui a été construit, même si je m'arrête juste sur cet aspect, on avait un réel problème qui était à deux niveaux. Premièrement, un problème pour allier San Pedro à Abidjan par la côtière, qui était impraticable. Le second problème, il y avait un problème d'évacuation sanitaire, lorsqu'il y avait des cas de santé compliqués. Donc, premièrement, si les parents n'ont pas les moyens, c'est la mort assurée. Secondo, même s'ils ont les moyens, la route, elle est compliquée à prendre. Mais avec l'hôpital général aujourd'hui, on n'a pratiquement plus de problème d'évacuation. On n'a plus de problème de prise en charge des cas compliqués parce que l'hôpital nous a été offert par le président de la République avec un plateau technique vraiment impeccable. Donc, quand vous regardez, ça, ce sont des faits qui touchent au quotidien. Quand je reste sur la route, quand nous échangeons avec la population, dans cette tranche-là, on a par exemple les transporteurs. Les transporteurs, ils nous disent concrètement ce qu'ils dépensaient en termes de carburant pour allier San Pedro à Abidjan, en termes de coûts pour les cars. Et également le temps mis, c'était plus de 8 heures de route, avec des centaines de litres de carburant qui coûtaient beaucoup plus cher. Aujourd'hui, de façon concrète, ils ont une plus-value parce qu'ils rallient San Pedro à Abidjan sur à peine environ 350 km, d'accord? Et également, bien entendu, il y a l'usure des véhicules. Ils en parlent, ils disent qu'ils le constatent, mais également, il y a la question également de ce qu'ils gagnent sur le carburant. Donc, voici des faits concrets qui nous sont remontés par les populations pour nous dire qu'on ressent véritablement ce qui est fait là-haut. Très bien. La seconde question de Marius, comment c'était la révision de la liste électorale? Qu'en pensez-vous? Alors, demandé par les partis d'opposition. De la révision de la liste électorale, pour moi, elle est simple. La révision a été lancée. Tous les partis politiques, sans distinction, se sont retrouvés sur le terrain. Nous avons tous été confrontés aux mêmes difficultés. Ce sont vers les mêmes administrations que nous nous sommes tous tournés pour faire nos documents. Donc, il n'y a pas eu une administration qui a fait les documents des militants RHDP qui voulaient s'inscrire et une autre administration pour les autres. C'est la même. Donc, nous avons tous travaillé avec les mêmes entités administratives. Donc, nous avons tous vécu ce qui s'est passé. Donc, même parmi nos rangs, tout le monde n'a pas eu la possibilité de s'inscrire à temps parce que, justement, des documents sont arrivés en retard. Donc, nous avons les mêmes problèmes que tout le monde. Donc, qui plus que nous avons envie, justement, qu'il y ait une révision de la liste pour permettre, justement, de remonter les objectifs que nous étions. Donc, selon vous, la demande de l'opposition est-elle légitime? Je pense que c'est une demande qui est légitime, mais pour nous tous, maintenant, je pense qu'il revient à la commission électorale indépendante. De décider. De décider, de regarder toutes ces choses-là, et puis voilà, de juger de l'opportunité de le faire. Très bien. Écoutons Élisée, question. Ok. Tout à l'heure, c'est vrai que je vous ai écouté avec une oreille attentive. Moi, je voudrais qu'on s'accorde, peut-être que je me trompe, mais le rôle du député de la nation, c'est de proposer des lois qui ont pour but d'améliorer le fonctionnement de la société. Aujourd'hui, vous êtes député de San Pedro. Quelle observation vous faites de votre circonscription qui mériterait éventuellement qu'on fasse une proposition de loi? Est-ce que vous avez déjà inscrit ça dans vos projets? Est-ce que vous avez déjà fait cette proposition ou bien vous l'envisagez de le faire? Alors, premièrement, je voudrais corriger quelque chose. Ok, allez-y. Je n'ai pas le droit, je n'ai plus le droit, dès lors que je suis élu, mon mandat il est impératif. Je ne suis plus député de la circonscription de San Pedro. Donc, je n'ai pas à porter exclusivement ou uniquement les préoccupations. Donc, reformulons alors. Il va reformuler, ça ne change absolument rien. Parce que j'estime que les réalités de San Pedro sont approximativement celles qui sont à Main et autres. Donc, dans la nation, quels sont les problèmes que vous avez constatés qui, pour vous, nécessitent éventuellement un projet de loi? Est-ce que vous y avez pensé? Est-ce que vous envisagez le faire éventuellement? Allez-y, honorable. Alors, moi, ce que je peux dire à ce sujet, il y a effectivement des propositions de loi auxquelles nous avons pensé. Nous sommes en train de penser.
On a même des députés qui ont initié certaines propositions de loi qui sont en train d'être examinées. Mais je pense que dans la dernière ligne droite que nous sommes en train d'amorcer pour 2025, vous les aurez... Mais vous, personnellement, non Non, personnellement, nous ne l'avons pas fait. Pourquoi? Nous ne l'avons pas fait parce que nous estimons que déjà, la pile de projets de loi que nous avons déjà sur la table, pour la plupart, viennent déjà donner des réponses aux préoccupations que nous observons sur le terrain. Nous avons travaillé déjà sur, entre autres choses, hein, on a révisé le code... comment vous l'appelez? Code de l'environnement. Non, le code de l'environnement. Oui. Le code pénal, on l'a révisé justement pour renforcer donc, la sécurité, la cybersécurité, pour renforcer également la protection de la vie privée. On a travaillé sur plusieurs projets de loi. Et même ceux qui sont encore dans le pipe viennent répondre, nous le pensons déjà, aux préoccupations de la population. Question, Herman? Oh, oui. Tout à l'heure, dans les éléments, dans le verbatim de Madame la députée, elle a dit le président de la République nous a offert, bon, député de la Nation. Donc, je pense que le travail régalien, l'hôpital général, je crois que c'est les taxes qu'on collecte des populations qui permettent à orienter ces différentes infrastructures. Moi, je pense que est-ce que le mot offrir n'est pas assez irrévérencieux finalement, pendant qu'on attend d'une députée de la Nation qu'elle couvre les préoccupations de l'ensemble des Ivoiriens et non pas de cibler une certaine... Enfin, vous me comprenez. Enfin, selon lui, le mot offrir pourrait gêner ici. C'est cela ce que vous dites, oui, mais ça, je pense bien que ça n'a pas un président qui fait construire... ça fait partie de ses cordes. C'est ce pourquoi les populations ont finalement élu selon un programme, parce que c'est avec l'argent des contribuables que toutes les infrastructures sont réalisées. Est-ce que le mot offrir n'est pas finalement irrévérencieux? Honorable réponse. Je pense que le mot offrir, je pourrais le remplacer par doter, mais je vais insister sur offrir. Pourquoi je dis offrir? J'insiste là-dessus parce que tous les présidents qui sont passés avant avaient la même mission, d'accord? Donc c'est vrai que c'est du rôle du président de la République, avec l'argent du contribuable, de développer un pays. Mais il y a eu, on l'a tous constaté, tous ces retards que nous avons accumulés dans toutes ces infrastructures. Les taxes étaient toujours récoltées. Donc moi, je parle d'offrir parce que j'estime que ce que le président de la République a fait, c'est au-delà de son rôle, donc de chef d'orchestre, au-delà de ce rôle-là, j'estime que il a posé des actions avec le cœur. C'est pour cela que j'emploie le thème offert. Très bien, Herman, rapidement, avant Marius. Comme elle avait évoqué la question du transport, la route et autres. Mais finalement, les transporteurs qui ont vu leur prix du carburant baisser ont maintenu les mêmes tarifs qui étaient 6 600 francs, 7 500 francs à Abidjan-San Pedro, en passant par Soubré. Finalement, pour les mêmes 330 km, Abidjan-San Pedro par la côtière, c'est toujours le même supplice pour les populations. Est-ce que pour les usagers, est-ce qu'à ce niveau-là, vous avez échangé avec ces responsables de transport pour pouvoir essayer d'adresser ces questions? Réaction honorable. Alors, ce qui s'est passé, c'est quoi? Je ne sais pas si j'ai bien compris votre question. Oui, je peux reprendre. Herman, reprenez la question, soyez plus explicite. Les transporteurs, par exemple, les transports en commun, au niveau de San Pedro, n'ont pas changé d'1 centime leur prix, leur tarif, Abidjan-San Pedro, leur tarif de transport. Pendant que drastiquement, leurs problèmes ont été réduits par 2 fois. Est-ce que vous avez cherché à adresser cette question pour vos électeurs finalement? Allez-y, honorable. Alors, vous savez, le prix du transport, parce qu'il y avait eu déjà la côtière par le passé. Ensuite, elle s'est dégradée. Parce que moi, je suis née à San Pedro, j'ai fait tout mon cursus à San Pedro. Donc, c'est un tronçon que j'ai eu emprunté déjà par les moyens de transport en commun. Bon, avant d'avoir une situation un peu plus confortable. Ce que je peux dire sur la question, c'est que pour nous, le prix n'a pas changé. C'était déjà ça. Parce que 6 500 francs pour allier San Pedro à Abidjan, la population estimait que c'était convenable. Parce qu'au-delà du prix, ce sont des opérateurs économiques.
il y a des questions auxquelles ils sont confrontés, comme les questions d'usure de leur véhicule, comme des questions de gestion de leurs charges. Donc, c'était pour un peu équilibrer. Moi, je pense plutôt que quand nous avons abordé la question avec eux, ce qu'ils nous ont dit, ils nous ont dit qu'ils avaient eu envie de monter les prix, mais par la politique du gouvernement, par les tractations, ils ont dû laisser les choses en l'état. Voilà, ils ont dû maintenir à leur corps défendant. Donc, aujourd'hui, ils ont un peu plus de bouffées d'oxygène, ils sont un peu plus confortables à le Très bien. maintenir. Messieurs, revenons pour les dernières minutes sur le sujet. Les femmes en politique. Oui. C'est vrai qu'on aime bien San Pedro, mais revenons sur les femmes en politique. On part avec vous, Marius, sur le sujet. Donc, les instructions donc, de Christelle, je voudrais donc revenir au cœur du sujet pour parler de chiffres. Oui. C'est vrai que vous avez évoqué de l'implication des femmes dans le milieu politique, mais les chiffres sont alarmants. Alors, je rappelle que Mme Florence Tano, à l'époque, bien sûr, disait que 16 femmes sont reconnues dans les assemblées des élus. Vous n'avez que 16 femmes maires sur 201. Vous avez 32 députés sur 250. 32 femmes députées sur 250. Vous avez 7 femmes ministres sur 32 ministres au niveau du gouvernement. Et dans l'administration publique, vous avez 184 magistrats sur 508. Et dans la gestion des sociétés d'État, vous avez 7 femmes sur 94. Au niveau de l'alphabétisation, on se rend compte que 43% de femmes en Côte d'Ivoire sont alphabétisées. Ce sera la dernière question. D'accord. Voilà. Alors, je vous remercie pour cette question. Le commentaire que je fais, nous sommes d'accord que les chiffres sont alarmants, mais cela ne date pas d'aujourd'hui. D'accord. Je continue d'insister là-dessus parce qu'on ne refait pas le monde en quelques années. Donc, c'était un constat qui était là, mais qui est favorisé, je veux dire, qui était favorisé par plusieurs facteurs. Donc, on va prendre par séquence. Quand vous parlez du nombre de femmes en politique... Je ne sais pas si on pourra aller par séquence, on va aller de façon groupée parce que le temps qui nous est imparti. D'accord, donc allons-y de façon groupée. Les femmes en politique, c'est vrai qu'au poste de décision, aux têtes, les chiffres sont alarmants. Mais avec la loi sur le quota, aujourd'hui, quand vous prenez les conseils régionaux, les conseils municipaux, donc le nombre de femmes présentes au sein de ces conseils, qui sont des organes de décision, a passé à 30%, a été élevé. Exactement. Donc ça a été déjà une porte d'entrée pour les femmes, pour pouvoir, après bien entendu, en fonction de leur... profil. Voilà, en fonction de leur profil et aussi de leurs objectifs. Et surtout de pousser pour aller plus loin. Parce que c'est déjà une porte d'entrée. Ça, c'est le volet politique. Je pense qu'il y avait quel autre aspect. terminer. Je sais plus, il y avait quel autre aspect que vous aviez annoncé. On a terminé l'émission. Non, non, vous avez fait ça en global, c'est bon. On a terminé l'émission. Non, vous l'avez fait globalement, pas en global. Mais il faut simplement dire que de par votre présence, vous avez montré que c'est possible qu'on ait des femmes en politique en Côte d'Ivoire. Il y a une nouvelle génération qui se lève. Et les élections à venir, les élections législatives prochaines, c'est en décembre. En décembre 2025. Décembre 2025, c'est maintenant qu'il faut commencer à regarder, est-ce que ça fait partie de mon profil? Est-ce que je veux le faire? Et puis pour toutes celles qui vont se lancer, en tout cas, tous nos encouragements. Merci. Honorable, merci d'être venu. Vous êtes honorable Touré Abouan Antari, élu depuis 2021. Et vous allez donc partir à la reconquête des voix de vos électeurs en décembre 2025. Pour être député de San Pedro. Merci d'être venu parler de la contribution des femmes dans la vie politique ivoirienne. Merci. Merci infiniment. Merci à vous de nous avoir suivis. Élisée Boloube, Marius Como et Herman Aboua. Merci à tous. On se retrouve demain. Les programmes continuent sur la FTV. Bonsoir.